Je démissionne, tu vas nous entretenir, mes enfants et moi. A dit ma sœur. J'ai dit non et j'ai déménagé dans un autre état. Un mois plus tard, maman m'a écrit, reviens, ou nous te renierons. Alors, j'ai arrêté tout soutien financier et je les ai regardés paniquer. Je m'appelle Amélie et j'ai 32 ans. Je travaillais comme représentante commerciale pour une grande société de négoce à Lyon et je gagnais un salaire décent, assez pour obtenir un prêt immobilier pour une petite maison que j'adorais absolument. Elle n'était pas immense ou quoi que ce soit, mais elle était à moi et dans un très bon quartier. J'avais mes parents, bien sûr, et une sœur aînée nommée Carole, qui avait 35 ans. Carole venait de divorcer de son mari quelques mois auparavant et avait 2 enfants, mes neveux Jacques et Thomas, âgés de 8 et 10 ans. Même si Carole travaillait, elle gagnait à peine assez pour couvrir son loyer et ses dépenses, alors je l'aidais financièrement assez régulièrement. Je veux dire, qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Elle était en difficulté. Mais honnêtement, cela avait été le schéma de toute ma vie. Mes parents ont toujours favorisé Carole parce qu'elle était l'aînée. Quand nous étions enfants et que j'étais très doué en maths, ils me faisaient faire les devoirs de Carole à sa place au lieu de la forcer à les apprendre elle-même. Quand Carole a voulu prendre des leçons de piano, mais que je voulais en prendre aussi, ils ont dit que nous ne pouvions en payer qu'une seule et les lui ont donné. Quand j'avais d'excellentes notes et que Carole avait des notes moyennes, mes parents me disaient que je devais aider Carole à étudier davantage au lieu de me féliciter. Quand Carole a eu 16 ans, mes parents lui ont acheté une voiture. Quand j'ai eu 16 ans, ils ont dit que je pouvais la partager avec elle, mais c'était vraiment la sienne. Quand nous avons toutes les deux postulé à l'université, ils ont payé l'intégralité des frais de scolarité de Carole, mais m'ont dit que je devrais contracter des prêts étudiants parce que Carole avait besoin de plus d'aide. La liste était interminable. Alors, quand mon téléphone a sonné ce mardi matin et que j'ai vu le nom de Carole, j'ai pensé qu'elle avait encore besoin d'argent. Mais quand j'ai répondu, elle avait l'air différente. Heureuse. Vraiment heureuse. Amélie, devine quoi? J'ai démissionné de mon travail, a dit Carole, chantant presque les mots. J'ai failli laisser tomber mon café. Tu as quoi? Carole, de quoi tu parles? J'ai démissionné. Je suis entré directement dans le bureau de mon manager ce matin et je lui ai dit que c'était fini. Pas de préavis. Rien. Je suis libre. Mon estomac s'est noué. Carole, comment vas-tu payer le loyer? Comment vas-tu nourrir Jacques et Thomas? Elle a ri comme si je venais de raconter la blague la plus drôle du monde. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas me soutenir financièrement jusqu'à ce que je me repose, que je reprenne des forces et que je trouve quelque chose de mieux. J'ai regardé mon téléphone comme s'il était cassé. Je suis désolé. Quoi? Je vais faire quoi, maintenant? Allez, Amélie. J'ai travaillé sans arrêt depuis le divorce. Je suis épuisé. Je mérite une pause. Tu gagnes bien ta vie. Tu peux couvrir mes dépenses pendant un certain temps. Juste le temps que je m'organise. Carole, je ne vais pas t'entretenir. C'est insensé. Tu as 2 enfants et des responsabilités. Sa voix a pris cette intonation tranchante qu'elle avait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Eh bien, si tu ne m'aides pas volontairement, j'appellerai simplement papa et maman. Ils te feront faire ce qu'il faut. Et puis elle m'a raccroché au nez. Je suis resté assise là, tenant mon téléphone, ressentant cette sensation familière de nausée dans mon estomac. Le même sentiment que j'avais quand j'étais enfant et que Carole menaçait de me dénoncer si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Courir voir papa et maman pour me faire céder. Environ 30 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Amélie Marie Dubois. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de ma mère était déjà à plein volume avant même que j'aie dit bonjour. Salut, maman. De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiote avec moi. Carole m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu as refusé de l'aider au moment où elle en a le plus besoin. Comment peux-tu être si égoïste? Maman, Carole a démissionné de son travail sans en avoir un autre de prévu. Elle s'attend à ce que je paie toutes ses factures pendant qu'elle prend des vacances. Ce n'est pas raisonnable. Elle ne prend pas de vacances. Elle a traversé un divorce terrible et elle a besoin de temps pour se remettre. Tu as un bon travail et une maison. Le moins que tu puisses faire est d'aider ta sœur. L'aider? Oui.
l'entretenir complètement pendant qu'elle choisit de ne pas travailler? Non. Eh bien, c'est dommage parce que nous avons déjà décidé. Carole et les garçons emménagent avec toi. Tu as cette grande chambre à l'étage. Ils peuvent y rester. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. Il quoi? Maman, personne ne m'a demandé mon avis. Nous ne te le demandons pas, Amélie. Nous te le disons. Carole a besoin d'un endroit où rester et tu as de la place. C'est ma maison, maman. Ma maison dont je paie le prêt immobilier. La famille est de la famille. Amélie, Carole ferait la même chose pour toi. Non, elle ne le ferait pas. Carole n'avait jamais rien fait pour moi qu'elle n'était pas obligée de faire. Mais je savais qu'il était inutile de discuter avec maman quand elle avait déjà pris sa décision. Puis papa a pris le téléphone. Amélie, tu dois vider cette chambre. Les garçons auront besoin de place pour leurs affaires. Papa, je ne veux personne qui vive dans ma maison. Dommage. Carole est ta sœur et ce sont tes neveux. Arrête d'être si égoïste. Après qu'ils aient raccroché, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du travail et j'ai essayé de ne pas pleurer. C'était exactement comme ça avait toujours été. Carole faisait tout ce qu'elle voulait, et on attendait de moi que je gère les conséquences. Elle avait démissionné de son travail sur un coup de tête et, d'une manière ou d'une autre, c'était devenu mon problème à résoudre. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. 4 mois plus tôt, mon patron m'avait offert une mutation au bureau de notre entreprise dans une autre région. Je l'avais refusé parce que je venais d'acheter ma maison et que je ne voulais pas déménager. Mais si ce poste était toujours disponible? Je suis retourné au bureau et j'ai frappé à la porte de mon patron. « Salut, Laurent, tu te souviens de l'offre que tu m'as faite de muter au bureau de Bordeaux? Ce poste est-il toujours disponible? » Il l'est. Pourquoi es-tu intéressé maintenant? Très intéressé. Quand pourrais-je commencer? Laurent s'est penché en arrière dans son fauteuil et a souri. Bon sang, Amélie, tu pourrais commencer la semaine prochaine si tu le voulais. J'ai gardé ce poste en espérant que tu changes d'avis. Alors, oui, je veux être muté. Très bien, alors. Je vais passer les appels. Tu peux commencer lundi si ça te convient. Dès que j'ai quitté le bureau de Laurent, j'ai appelé mon ami Michel qui travaillait dans l'immobilier. Michel, j'ai besoin d'un service. Peux-tu trouver des locataires pour ma maison? Des bons, qui paieront à temps et prendront soin de l'endroit. Bien sûr, mais pourquoi? Tu viens juste d'acheter cette maison. C'est une longue histoire, mais je dois déménager rapidement. Jean, cette semaine rapidement. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai passé le reste de la journée à faire des listes et des plans. Si ma famille pensait pouvoir simplement m'écraser et prendre des décisions sur ma vie sans même me le demander, une surprise les attendait. J'ai agi vite. Très vite. Je savais que mes parents et Carole pourraient se présenter chez moi n'importe quel jour avec des valises et s'attendre à ce que je me laisse faire et que je les laisse prendre le contrôle de ma vie. J'avais donc exactement une semaine pour partir. Je me suis mise en arrêt maladie pour le reste de la semaine et j'ai passé chaque heure éveillée à faire mes cartons. Je n'ai gardé que ce dont j'avais absolument besoin. Des vêtements, des documents importants, mon ordinateur portable et quelques objets personnels. Tout le reste est allé dans un garde-meuble ou est resté avec la maison pour les locataires. Michel a vraiment assuré. Le jeudi, il avait trouvé un couple marié avec un enfant qui cherchait une maison à louer dans mon quartier. Ils semblaient assez gentils quand je les ai rencontrés. Le mari travaillait dans l'informatique, la femme était enseignante, et leur fille avait environ 7 ans. Ils pouvaient emménager immédiatement et étaient prêts à payer le premier et le dernier mois de loyer d'avance. J'ai signé le contrat de location avec eux le vendredi matin. Ils viraient l'argent du loyer directement sur mon compte bancaire chaque mois. C'était surréaliste de louer la maison pour laquelle j'avais tant travaillé, mais je savais que c'était la bonne décision. Le vendredi après-midi, je chargeais ma voiture avec le reste de mes affaires. J'avais déjà expédié des boîtes à Bordeaux et trouvé en ligne un appartement décent que je pouvais louer au mois. Le samedi matin, j'ai conduit jusqu'à Bordeaux et j'ai commencé mon nouveau travail le lundi. Le bureau était plus petit que celui de Lyon, mais les gens semblaient gentils et le travail était fondamentalement le même. Laurent m'avait donné une excellente recommandation, donc mon nouveau patron était heureux de m'avoir. J'ai passé le mardi à installer mon nouvel appartement, juste les bases comme les courses et la connexion Internet.
C'était étrange d'être dans une région complètement différente, mais aussi en quelque sorte libérateur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma famille ne pouvait pas simplement débarquer quand elle voulait pour me déverser ses problèmes. Le mercredi après-midi, Michel m'a appelé. Amélie, j'ai une bonne nouvelle et une nouvelle potentiellement dramatique. Donne-moi d'abord la bonne nouvelle. Tes locataires sont installés. Super. Ils adorent la maison et ont déjà viré le loyer de ce mois-ci. Des gens sympas. Et la nouvelle dramatique? Eh bien, hier après-midi, une femme s'est présentée à ta maison avec 2 enfants et ce qui ressemblait à la moitié d'un camion de location plein d'affaires. Elle a commencé à frapper à la porte en exigeant d'entrer. Mon estomac s'est noué même si je m'y attendais. Laisse-moi deviner, ma sœur Carole. Je suppose. Les locataires m'ont appelé parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Cette femme criait que c'était la maison de sa sœur et qu'elle avait tout à fait le droit d'y vivre. Les locataires ont expliqué qu'ils te la louaient et que tu avais déménagé, mais elle n'a rien voulu entendre. Que s'est-il passé? Finalement, un couple plus âgé est arrivé aussi. Je suppose que ce sont tes parents. Ils ont tous eu une grosse dispute sur ta pelouse. Les voisins commençaient à sortir pour regarder. Finalement, ils sont partis, mais ils ont pris mon numéro sur le panneau de location. J'ai ri. J'avais redouté cette confrontation, mais maintenant que ça arrivait, c'était presque drôle. Ils avaient fait tout le chemin jusqu'à ma maison en s'attendant à simplement emménager et avaient trouvé des étrangers y vivant. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Oh, oui. La femme plus âgée, ta mère, m'a appelé environ 1 heure plus tard, exigeant de savoir où tu étais allé. Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner cette information, mais elle a continué à crier que je devais lui dire parce que tu étais sa fille et qu'elle avait le droit de savoir. Cette nuit-là, les appels ont commencé. D'abord, maman a essayé de m'appeler. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai simplement laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis papa a appelé. Puis Carole a appelé. Je les ai tous ignorés. Puis les SMS ont commencé à arriver. Maman, Amélie, appelle-moi tout de suite. Nous sommes allés chez toi et des étrangers y vivent. Où es-tu? Papa, c'est ridicule. Amélie, rappelle-nous immédiatement. Carole, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je n'ai nulle part où vivre et tu as simplement disparu. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'avais 12 appels manqués et 23 SMS. Je les ai parcourus en buvant mon café. Carole, le locataire a dit que tu avais déménagé quelque part, mais n'a pas voulu dire où. C'est tellement tordu. Maman, tu as intérêt à t'expliquer tout de suite, jeune fille. Papa, tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités. Carole, Jacques et Thomas demandent où est passée tata Amélie. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? J'ai finalement décidé de répondre, mais seulement à maman. J'ai envoyé un simple SMS. J'ai déménagé. Arrêtez de me chercher. Quelques heures ont passé et j'ai pensé que ce serait peut-être la fin. Mais ce soir-là, maman a répondu par SMS, si tu ne rentres pas à la maison tout de suite et que tu ne laisses pas Carole vivre avec toi, nous te déshériterons. Tu n'es plus notre fille. J'ai regardé ce SMS pendant longtemps. Une partie de moi se sentait blessée même si je m'attendais à quelque chose comme ça, mais surtout je me sentais soulagé. S'ils voulaient me déshériter pour ne pas les avoir laissés contrôler ma vie, alors soit. J'ai répondu par SMS. Allez-y, les jours suivants ont été calmes. Pas d'appel, pas de SMS. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être vraiment abandonné. Mais ensuite, Carole a posté quelque chose sur Facebook qui m'a fait réaliser que c'était loin d'être terminé. Son message disait, eh bien, je suppose que je sais où j'en suis avec certaines personnes. J'ai quitté mon travail parce que j'étais épuisé et que j'avais besoin de temps pour me remettre de mon divorce, et ma propre sœur a refusé de m'aider. Maintenant, je n'ai aucun revenu et nulle part où vivre avec mes 2 jeunes enfants. Quel système de soutien familial, n'est-ce pas? Je suppose que l'argent est plus important que la famille pour certaines personnes. Les commentaires ont commencé à affluer presque immédiatement. Les amis de Carole étaient tous là. Oh mon Dieu, Carole, c'est horrible. Ta sœur a l'air d'une sacrée égoïste. La famille devrait toujours passer en premier, désolé que tu traverses ça. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Même maman a aimé cette publication. C'était désagréable. Mais ensuite,
certains de nos proches ont commencé à commenter aussi, et ils n'étaient pas tous du côté de Carole. Notre cousine Élise a écrit « Attends, n'as-tu pas démissionné de ton travail sans en avoir un autre de prévu? Et ne reçois-tu pas une pension alimentaire pour les garçons ?» Oncle Marc a commenté « Carole, tu as choisi de quitter ton travail. Ce n'est pas la responsabilité d'Amélie de régler ça. » Tante Sophie a ajouté « Je vous aime toutes les deux, mais Amélie ne devrait pas avoir à t'entretenir indéfiniment juste parce que tu as décidé de faire une pause dans ton travail. » Les commentaires sont devenus assez vifs. Les amis de Carole continuaient de la défendre, mais de plus en plus de parents soulignaient qu'elle s'était mise elle-même dans cette situation. Elle recevait une pension alimentaire de son ex-mari pour Jacques et Thomas. Donc, ce n'était pas comme si les enfants allaient mourir de faim. Ce soir-là, j'étais assise dans mon nouvel appartement, pensant à tout ce qui s'était passé. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose d'important. Environ 6 mois plus tôt, mes parents m'avaient appelé pour des problèmes d'argent. L'entreprise de papa avait licencié un tas de gens et réduit ses heures à temps partiel. Maman travaillait dans un grand magasin mais ne gagnait pas beaucoup. Ils avaient du mal à payer leur prêt immobilier et m'avaient demandé si je pouvais les aider temporairement. En bonne fille, j'avais mis en place un virement automatique pour leur envoyer 800 € chaque mois pour les aider à couvrir leur mensualité. Je le faisais depuis des mois sans vraiment y penser. Mais maintenant que maman m'avait littéralement dit qu'il me déshéritait et que Carole avait posté cette accusation, je me suis dit que je ne devais rien à des étrangers. J'ai ouvert mon application bancaire et annulé le virement automatique. Puis j'ai pris une capture d'écran de la confirmation d'annulation et je l'ai envoyée à mes 2 parents avec un simple message. Puisque vous m'avez déshérité, je ne paierai plus le prêt immobilier d'étrangers. Mon téléphone a sonné environ 3 minutes plus tard. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Amélie, qu'est-ce que tu viens de faire? Maman criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous avons besoin de cet argent. Sans lui, nous ne pouvons pas payer notre mensualité. Ça ressemble à votre problème, maman. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Amélie, s'il te plaît. Carole et les garçons vivent avec nous maintenant parce qu'elle n'a nulle part où aller. Nous n'avons pas les moyens de les nourrir et de payer le prêt sans ton aide. Alors peut-être que Carole devrait trouver un travail. Elle se remet encore de son divorce. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de revenus. Elle a 2 enfants à nourrir. Ton père ne travaille qu'à temps partiel maintenant. Ce n'est pas suffisant. Alors peut-être que papa devrait trouver un travail à temps plein ou un deuxième travail comme le font les gens normaux quand ils ont des problèmes d'argent. Maman pleurait plus fort maintenant. Comment peux-tu être si cruel? Tout est de ta faute. Si tu avais juste laissé Carole rester avec toi comme nous l'avions prévu, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma faute? Carole a démissionné de son travail sans en avoir un autre de prévu. Ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne. Et vous avez décidé de la soutenir au lieu de lui dire d'être responsable. C'est votre choix. C'est la famille. Moi aussi. Mais ça ne vous a pas empêché de me déshériter quand je n'ai pas fait ce que vous vouliez. On ne le pensait pas trop tard. Maman, tu as fait ton choix. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Je tremblais un peu, mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais tenu tête à ma famille et dit non. Les 2 semaines suivantes ont été d'un calme béat. Je me suis plongé dans le travail et j'ai commencé à explorer Bordeaux. C'était en fait une ville plutôt cool. Je gagnais bien ma vie, en plus des revenus locatifs de ma maison. Financièrement, je m'en sortais mieux que jamais. Puis Laurent, mon ancien patron, m'a appelé. Amélie, je dois te parler de quelque chose de bizarre qui s'est passé aujourd'hui. Ta mère est venue à mon bureau et a exigé de me voir. Elle a dit que je devais te forcer à envoyer de l'argent à ta famille. Oh mon Dieu! Qu'a-t-elle dit exactement? Elle a dit que tu étais irresponsable et égoïste, et qu'en tant que ton patron, je devais soit te convaincre de leur envoyer de l'argent, soit simplement le prélever directement sur ton salaire et le lui envoyer. J'étais mortifié. Laurent. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait quelque chose comme ça. Et, ne t'inquiète pas pour ça. Je lui ai dit que ce que tu fais de ton argent ne me regarde pas et ne regarde pas l'entreprise. Je lui ai aussi dit que ce qu'elle suggérait ressemblait à du vol. Comment a-t-elle réagi à ça?
Elle s'est mise à pleurer et à dire que sa famille allait perdre sa maison. J'étais désolé pour elle, mais il n'y a rien que je puisse faire. Je voulais juste te prévenir au cas où elle essaierait autre chose. Après que Laurent ait raccroché, je suis restée assise, nauséeuse. Maman était allée sur mon ancien lieu de travail et avait essayé de convaincre mon patron de voler de l'argent de mon salaire. C'était un nouveau record de bassesse, même pour elle. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Il n'allait clairement pas me laisser tranquille. Carole vivait avec mes parents avec ses 2 enfants. Aucun d'eux ne travaillait à temps plein, et ils s'attendaient tous à ce que je finance leur style de vie. C'est alors que j'ai décidé de leur écrire un email. J'ai passé 2 heures à l'écrire, en m'assurant que chaque mot était clair. Maman, papa et Carole, aujourd'hui, mon ancien patron m'a appelé pour me dire que maman est venue à son bureau pour exiger qu'il vole de l'argent de mon salaire pour vous l'envoyer. C'est du harcèlement et cela doit cesser immédiatement. Je documente chaque appel, chaque SMS et chaque tentative de contacter mes employeurs ou d'interférer avec mon travail. Si l'un de vous continue de me harceler, de contacter mon lieu de travail ou d'exiger de l'argent de ma part, je demanderai une ordonnance d'éloignement. J'ai des preuves de harcèlement, y compris le journal des appels de mon téléphone, les SMS exigeant de l'argent et le témoignage de mon ancien patron sur la visite de maman à son bureau. Vous m'avez dit que j'étais déshéritée et que je n'étais plus votre fille. J'ai accepté cela. Maintenant, laissez-moi tranquille. Tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement et sera signalé à la police. J'ai envoyé l'email à tous les 3, puis j'ai bloqué leur numéro de téléphone. 3 jours se sont écoulés sans aucun contact. Puis 1 semaine, puis 2 semaines. J'ai commencé à penser que la menace d'une action en justice les avait peut-être enfin atteints. Peut-être avaient-ils réalisé que j'étais sérieuse quant à mon désir d'être laissée seule. Ma cousine Élise m'a appelé un soir pour prendre de mes nouvelles. « Salut, Amélie. Comment vas-tu à Bordeaux ? » « Je vais très bien, en fait. » « Comment ça se passe à la maison ? » « Eh bien, ta famille a vraiment du mal. Ton père a dû prendre un 2e emploi à temps partiel dans un supermarché et Carole est retournée au travail. Ta mère n'arrête pas de dire à tout le monde que tu as abandonné la famille, mais honnêtement, la plupart des gens pensent que Carole s'est mise dans cette situation toute seule. Qu'en penses-tu ? Élise est restée silencieuse un moment. Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Ta famille profitait de toi et ils devaient apprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement prendre des décisions sur ta vie sans te le demander. Après avoir raccroché, je me suis senti justifié. Carole travaillait à nouveau. Papa travaillait plus. Ils assumaient tous la responsabilité de leur propre vie au lieu de s'attendre à ce que je règle tout pour eux. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais envoyé cet email menaçant une action en justice. 3 mois de silence complet de ma famille. 3 mois de la vie la plus paisible que j'ai jamais eue. J'étais assise dans mon café préféré à Bordeaux un samedi matin, regardant des annonces d'appartements en ligne. Le revenu locatif de ma maison arrivait comme une horloge chaque mois. Mes locataires étaient super. Ils prenaient soin de l'endroit et ne me dérangeaient jamais avec des plaintes stupides. Combiné avec mon salaire de mon nouveau travail, je gagnais plus d'argent que jamais dans ma vie. J'avais pensé à acheter un appartement ici à Bordeaux. Avec le revenu locatif aidant à couvrir une mensualité de prêt, je pouvais en fait me permettre quelque chose de très bien, quelque chose qui serait complètement à moi où personne ne pourrait débarquer et exiger de vivre avec moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Élise. J'espère que tu vas bien. Je voulais que tu saches ce qui se passe par ici. Je l'ai rappelé. Salut, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, ton père travaille maintenant sur 2 emplois. Son travail de bureau à temps partiel pendant la journée et le réassortiment des rayons au supermarché 3 soirs par semaine. Il a l'air fatigué, mais ils arrivent à payer leurs factures. Et Carole, oh, Carole n'est pas contente. Elle travaille à temps plein dans un centre d'appel et déteste ça absolument. Elle vit toujours chez tes parents, ce qui, selon ta mère, est vraiment à l'étroit. Carole et les garçons sont tous entassés dans ton ancienne chambre, et apparemment il y a des disputes constantes sur l'espace et l'intimité. Ça a l'air d'un cauchemar. Ta mère fait aussi des heures supplémentaires au grand magasin. Elle a l'air plus vieille, Amélie. Jean, toute cette situation l'a vraiment vieilli. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité, mais je l'ai repoussée. Ils ont créé cette situation. Élise, tout cela aurait pu être évité s'ils m'avaient simplement traité comme une adulte au lieu de supposer qu'ils pouvaient prendre des décisions sur ma vie.
Je sais. Et honnêtement, la plupart de la famille est d'accord avec toi. Même grand-mère a dit l'autre jour que tes parents avaient trop gâté Carole et que cela allait forcément arriver un jour. Après avoir raccroché, je suis restée assise à réfléchir à tout ce qui s'était passé. 6 mois plus tôt, j'étais piégée dans ce cycle où les problèmes de ma famille devenaient automatiquement mes problèmes. Carole prenait de mauvaises décisions et on attendait de moi que je les répare. Mes parents avaient des problèmes d'argent et on attendait de moi que je les résolve. Maintenant, Carole travaillait à temps plein et s'occupait de ses propres responsabilités. Mes parents travaillaient plus dur pour payer leurs propres factures, et je vivais ma propre vie sans m'inquiéter constamment de la prochaine crise que j'aurais à gérer. Je suis revenu aux annonces d'appartements sur mon ordinateur portable. Il y avait ce très joli T3 à vendre à environ 10 minutes de mon bureau. Il avait un balcon avec une vue magnifique sur la ville et une cuisine moderne. La mensualité du prêt serait gérable avec mon salaire et mes revenus locatifs combinés. J'ai appelé l'agent immobilier et programmé une visite pour lundi. Cet après-midi-là, j'ai reçu une notification par email que le loyer de ce mois-ci avait été déposé sur mon compte. Je me suis connecté à mon application bancaire et j'ai regardé mon solde. Entre mon salaire et les revenus locatifs, j'ai économisé plus d'argent que je n'avais jamais pu le faire auparavant. Quand je vivais à Lyon, j'envoyais de l'argent à Carole tous les mois, plus les 800 € à mes parents pour leur prêt. C'était plus de 1000 € par mois que je donnais au lieu d'épargner pour mon propre avenir. Pas étonnant que je me sois toujours senti stressé financièrement. Maintenant, je pouvais réellement penser à des choses comme l'épargne retraite et la constitution d'un véritable patrimoine. J'avais ouvert un compte d'investissement et commencé à mettre de l'argent de côté chaque mois. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je planifiais mon propre avenir au lieu de simplement réagir aux urgences des autres. J'ai passé le dimanche soir à faire des recherches sur le quartier où se trouvait cet appartement. De bonnes écoles, un faible taux de criminalité, beaucoup de restaurants et de magasins à distance de marche. Ce serait parfait. Le lundi matin, j'ai rencontré l'agent immobilier à l'appartement. C'était encore mieux en personne. Parquet en bois, grande fenêtre, et cette vue sur la ville était incroyable. Je pouvais m'imaginer y vivre. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents et à discuter du financement. Avec mes revenus et la propriété locative, j'étais éligible à un excellent taux d'emprunt. Je pouvais verser un acompte de 20% et avoir encore beaucoup d'économies pour les urgences. Ce soir-là, j'ai soumis une offre sur l'appartement. Le vendeur l'a accepté le lendemain. Une semaine plus tard, Élise a appelé avec plus de nouvelles de la maison. Carole dit à qui veut l'entendre que tu as ruiné sa vie, a dit Élise en riant. Comment ai-je ruiné sa vie? Elle travaille et soutient ses enfants comme une adulte normale. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais elle est convaincue que si tu l'avais juste laissé vivre avec toi pendant quelques mois, elle aurait pu trouver un travail incroyable et tout serait parfait maintenant. Ou elle aurait passé des mois assise sur mon canapé à regarder Netflix pendant que je payais toutes ses factures, probablement. Mais elle ne peut pas se l'admettre. C'est plus facile de te blâmer que d'admettre qu'elle a fait de mauvais choix. Et mes parents? Toujours à travailler d'arrache-pied pour payer les factures. Ta mère te mentionne parfois, mais pas autant qu'avant. Je pense qu'il commence à accepter que tu ne reviendras pas bien, parce que je ne reviendrai pas 2 semaines plus tard, j'ai finalisé l'achat de l'appartement. Je me tenais dans mon nouveau salon, regardant la vue sur la ville, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant. Une indépendance complète. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appel exigeant de l'argent. Pas de SMS me demandant de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Pas de culpabilisation sur les obligations familiales. J'avais appris quelque chose d'important au cours des derniers mois. Fixer des limites n'était ni cruel ni égoïste. C'était nécessaire. Ma famille avait profité de ma volonté d'aider, et ils auraient probablement continué à le faire pour toujours si je n'avais pas finalement dit non. Maintenant, Carole travaillait et subvenait à ses propres besoins. Mes parents géraient leurs propres problèmes financiers, et je construisais une vie qui était réellement la mienne.